Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. New York. Ah, il y a loin de Rion, dans le Puy-de-Dôme, ou de Sommervilliers, dans la Meurthe-et-Moselle, à New York. Il y a loin de Paris à New York, de Berlin à New York. New York est loin de tout. Parce que New York est anonyme, monstrueusement anonyme, et qu'il faut une chance sur 1 milliard pour rencontrer à New York dans le métro un visage connu. 18 février 1952 à New York. Ronald Schuster prend le métro à Times Square. Le wagon est sale, couvert de graffitis d'un style douteux. Ronald repère une place libre à l'arrière du wagon, joue des coudes et s'y installe avant tout le monde. En 30 secondes, le compartiment est plein. Chacun respire l'odeur de celui qui le coince de plus près. Personne ne regarde personne. Un wagon, une rame entière d'anonymat démarre dans le souffle grinçant des roues métalliques. Oui, personne ne regarde personne. Bien si. Ronald Schuster regarde quelqu'un avec intérêt. À cette minute, il n'est plus anonyme. Il a 24 ans, il est grand, bien nourri, rose, heureux, sans exagération, représentant confection pour hommes, et il est fiancé. Pour ces 2 dernières raisons, confection et fiancé, il est habillé avec une certaine recherche. Ronald regarde beaucoup la télévision. Il va beaucoup au cinéma, il lit beaucoup de romans policiers. Il aime sa fiancée parce qu'elle est blonde, bronzée et qu'elle a les dents blanches. Le summum de l'existence, telle qu'il la conçoit pour l'instant, c'est une image d'Épinal américaine. Un studio confortable, un canapé luxueux, sa fiancée en déshabillé époustouflant et 2 martinis on the rocks plantés chacun d'une olive verte. Ça aide. Ça aide à se prendre pour Dean Martin. Non, ne rions pas. En France, c'est la moto, le blouson, le petit foulard, la gauloise désinvolte qui aide à se prendre pour Belmondo. C'est ça, Ronald Schuster. Et normalement, ça devrait durer longtemps jusqu'à la fin de ses jours avec peu de changements. Seulement, il se passe quelque chose dans la vie de Ronald Schuster. Quelque chose qui est bien dans la logique de son personnage et qui pourtant va tout changer. Il regarde quelqu'un en face de lui. Il le regarde intensément. Oh, c'est le genre de choses qui arrive à tout le monde dans la rue, le métro, l'autobus. On croise quelqu'un et tout d'un coup on se demande « Mais nom d'un chien, j'ai déjà vu cette tête-là quelque part !» Oui, j'ai vu cette tête-là quelque part, mais où? On trouve ou on ne trouve pas. Oh, la plupart du temps, ce n'est pas grave. Ronald regarde l'homme en face de lui. Il a déjà vu cette tête-là quelque part, mais où? Dans le métro à New York, un inconnu se demande où il a bien pu voir un autre inconnu. Va-t-il se souvenir? Et s'il se souvient, est-ce que c'est grave? Ça peut l'être. Tout dépend de ce que Ronald Schuster fera s'il se souvient. Écoutez bien ce dossier et posez-vous tout à l'heure la question « Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ?» Et dites-vous bien de toute façon, quelle que soit votre réponse, que vous ayez changé de métro ou pas, dites-vous bien que dans la vie, c'est bien connu. On fait ce qu'on peut, même si on en meurt. Ce regard bleu, ces lèvres fines, mais j'ai vu ça quelque part, mais où? C'est la moustache qui me gêne. Est-ce que je connais quelqu'un avec une moustache comme ça? Ce type a 40 ans ou à peu près, il a l'air sympathique. Mais où est-ce que je l'ai vu, bon sang de bon sang? Ronald Schuster est de ceux qui se targuent d'avoir une mémoire d'éléphant. Il est sûr que ça va lui revenir d'une seconde à l'autre. L'homme en face de lui regarde dans le vide. Il ne semble pas s'être aperçu qu'on le dévisage avec autant d'attention.
Il est assis, habillé sans recherche particulière. Sa silhouette est relativement maigre, sans signe particulier. Le visage est plus intéressant, le front haut et bombé, les cheveux noirs rejetés en arrière bien lissés. Ce qui frappe le plus, c'est le regard. Un regard bleu, d'un bleu intense, d'une grande mobilité. Un regard de curieux intelligent, plus que ça même. Mais le tout n'est pas inquiétant, au contraire. L'aspect général est gai, presque malicieux. Et tout d'un coup, ça y est, Ronald se souvient. Ça y est, je sais, mais j'ai vu sa photo dans la boutique de papa. Un avis de recherche de la police. La mémoire de Ronald, une fois déclenchée, se déroule à toute vitesse avec précision. L'affiche était collée sur la porte du magasin de son père, une affiche de la police new-yorkaise. William Francis Sutton, surnommé Willy l'acteur, recherché pour pillage de banque, spécialiste de l'évasion. Ah, maintenant, Ronald est sûr de lui. Le visage est suffisamment frappant pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Il se souvient même de la moustache maintenant. Il a crayonné sur l'affiche pour s'amuser parce qu'il l'a trouvée ridiculement mince. Et Ronald trouve ça fantastique. C'est vrai que c'est fantastique de se trouver comme ça tout d'un coup, assis en face de cette vedette du hold-up et d'être seul à le savoir. Tout seul. Ce que sait Ronald à propos de Willy l'acteur, une grande partie des habitants de New York le savent aussi. Nous sommes en 1952, mais on parle de Willy l'acteur depuis les années 20 en Amérique. Et peu à peu, il est devenu pour la presse et le public une sorte de Robin des Bois. Pour plusieurs raisons. La plus importante, c'est que Willy l'acteur est un voleur, mais pas un tueur. Jamais, au grand jamais, il ne s'est servi d'une arme. Jamais, il n'a fait de mal à qui que ce soit. Mais c'est un grand voleur. Ensuite, chacun de ces pillages de banque a toujours été mené de manière rocambolesque et intelligente, à la manière d'Arsène Lupin par exemple, le genre de vol qui aurait plutôt tendance à ravir le public plutôt que de l'amener à la réprobation normale en pareil cas. Enfin, ces évasions répétées, spectaculaires, toujours à la limite du possible, au lieu de le classer comme ennemi public numéro 1, ont toujours fait sourire les lecteurs de grands journaux new-yorkais. On a beau être honnête citoyen avec de bons sentiments et réclamer la justice à grands cris, on ne peut s'empêcher de sourire chaque fois que Guignol échappe aux gendarmes. Donc, dans l'esprit de Ronald Schuster, l'homme qui est assis en face de lui tient beaucoup plus du personnage de bande dessinée que du dangereux criminel. Et il trouve beaucoup plus excitant d'avoir eu la chance de le rencontrer que de rejoindre sa fiancée qui l'attend, même en déshabillé voluptueux, même avec Martini, même avec Olive Verte et le reste. Oui, l'acteur se lève. Les portes du wagon s'ouvrent. D'un pas tout juste pressé, il se dégage de la foule et descend sur le quai. Ronald hésite quelques secondes. Le flot des gens qui montent à l'assaut du wagon lui fait perdre un instant la silhouette de l'homme. D'un bond, il se décide, se précipite hors du wagon en écrasant quelques pieds au passage et se retrouve sur le quai. Ah, il l'a perdu, ça y est, il l'a perdu. Ah, un costume beige. Il a vu un costume beige. Le costume beige est en train de s'engouffrer dans le couloir des correspondances. À une seconde près, Ronald le perdait de vue. Soulagé, il s'engage à sa suite dans la direction de Brooklyn et se retrouve sur un autre quai à 20 mètres de Willy l'acteur, attendant le prochain métro. Ronald, sans le réaliser vraiment, a mis le pied dans l'engrenage. Il a entamé sa filature, comme dans les films de gangsters ou d'espionnage. Il monte dans le wagon, tourne le dos à l'homme, et les mains dans les poches faussement détendues, le cœur battant, l'observe dans le reflet de la vitre. Willy l'acteur a sorti un petit carnet de sa poche, le consulte. Apparemment, il ne se méfie de rien. L'air d'un voyageur parmi tant d'autres. Quand il était petit, Willy Sutton était bien sage. Son père était un forgeron aisé à l'époque des fiacres et des chevaux. Et le petit Willy n'avait pas besoin de voler. Pourtant, c'est à l'âge de 8 ans qu'il se mit à examiner soigneusement les épiceries où on l'envoyait faire des courses. Il y revenait la nuit, en passant par la fenêtre ou la porte de derrière qu'il avait repérée, pour y faire ses petites courses personnelles. C'est ce qu'il raconta de lui-même lorsque la police s'intéressa à lui pour la première fois. Il avait 17 ans. Cette première fois d'ailleurs n'était pas ordinaire. Willy était tombé amoureux d'une très jolie fille de son âge,
dont le père possédait un chantier naval dans le port de New York. Ils voulaient se marier, et ils étaient sûrs tous les deux que les parents de la jeune fille ne voudraient pas. Willie trouva la solution. S'introduire dans les bureaux du futur beau-père récalcitrant, voler la paix des ouvriers et enlever la bien-aimée. Ça ne marcha que 2 mois. Le jour où les 2 fuyards décidèrent de régulariser, la police était au rendez-vous. Le père retira la plainte, et la fille en même temps, et Willie bénéficia d'un sursis mais resta célibataire. L'aventure commençait en même temps que la Deuxième Guerre mondiale. Trop jeune pour y participer, Willie se met à fabriquer des obus. Il gagne beaucoup d'argent. Puis il change d'avis, complètement d'avis. Il devient jardinier. Faire pousser les fleurs le fascine. Il fait de magnifiques jardins pour les magnifiques demeures des millionnaires de l'époque. Il observe les demeures de millionnaires. Il étudie le problème de l'argent. Pour mieux étudier, il entre dans une banque. Il observe la banque. Et quand il a bien observé le tout, quand l'Amérique entre dans la grande crise économique, quand Willie Sutton se retrouve au chômage avec quelques millions d'autres, Willie Sutton fait partie de ceux qui ne s'inquiètent pas. Il n'est déjà plus un amateur. Sa première aventure avec la police lui a beaucoup appris, et notamment qu'il ne faut pas la sous-estimer, cette police. Elle est faite de professionnels. Il faut donc devenir aussi un professionnel pour l'affronter. Pour se perfectionner d'ailleurs, il est tombé sur un spécialiste, Eddie Tate, joueur de billard exceptionnel, qui ne joue jamais sans ses gants. Il tient à conserver l'extrême sensibilité de ses doigts pour ouvrir les coffres-forts les plus rebelles. Les conseils de Tate sont aussi précieux que ses doigts. Pour réussir, il faut bien préparer son coup. Éviter de travailler en ville et s'éloigner le plus vite possible. Il faut ouvrir un coffre sans bruit. La nitroglycérine est un ultime recours pour les maladroits. Et l'ouvrir avec des outils ordinaires que l'on peut abandonner sur place sans crainte qu'ils soient identifiés. Les premiers coffres de Willie étaient souvent vides, mais il était persévérant. Première chute en 1925, mais c'est sa maîtresse qu'il dénonce. 4 ans de prison, 4 ans de réflexion et une grande idée. Une grande idée pour l'époque, mais périmée, oh, combien, à l'heure actuelle. Willie remarque en effet que les employés de banque ont une confiance aveugle en n'importe qui, à condition que ce n'importe qui soit en uniforme. Alors Willie fait le tour des costumiers de théâtre new-yorkais, accumule une garde-robe d'uniformes de tout poil, recrute des associés obéissants et répète soigneusement les rôles. Banque, bureau de poste, grand magasin, bijouterie sont le théâtre de ses exploits. Le milieu et la police lui donnent le même surnom, Willie l'acteur. Willie, en télégraphiste, oublie de refermer la porte d'une bijouterie en partant. Ses complices raflent 130 000 $ de bijoux en moins de 5 minutes. Willie, en comédien raté, ouvre un cours d'art dramatique dans l'immeuble qui fait face à une banque. Son opération est rapidement montée, minutée et exécutée. Un seul complice, 2 déguisements, un faux télégramme, c'est sa spécialité. Et des pistolets vides. Tout le hold-up est basé sur une évidence. Personne ne peut signer le reçu d'un télégramme debout sur un trottoir sans se servir de ses 2 mains. C'est le cas du gardien de la banque, rapidement désarmé. On attend le reste du personnel, puis le directeur, on le menace, il ouvre le coffre, on prend 50 000 $ et en 30 secondes, on s'esquive avant la sonnerie d'alarme. Ce scénario sera répété une bonne douzaine de fois en d'autres lieux, sous d'autres déguisements, et les dollars changeront de main sans violence, sans coup de feu. Un jour, une petite fille, prise de frayeur, se met à hurler en regardant Willie l'acteur menacer le caissier de son revolver. Il se fait prendre par surprise, mais il n'a pas tiré. Cela va lui permettre de démontrer que l'on peut s'échapper de la prison de Sing Sing après 1 an de séjour, le temps d'y réfléchir, et en 20 minutes. Mais pour l'instant, Willie, l'acteur, marche sur un trottoir de Brooklyn. Il traîne dans son ombre. Le jeune Ronald Schuster qui rase les murs, saute de porte en porte et s'arrête parfois, tremblant d'émotion, devant la vitrine d'un magasin, attendant que son gangster traverse tranquillement une rue. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1.
Voyez-vous, pour un amateur, Ronald ne s'en tire pas trop mal. Il est sûr que pas une seule fois l'étrange regard bleu ne l'a situé. Après 10 minutes de filature subtile, soudainement, Willy l'acteur s'immobilise sur le trottoir. Il se retourne. Le souffle coupé par la surprise, raide de peur, Ronald est obligé de continuer à marcher. Lorsqu'il arrive à la hauteur de Willy, toujours immobile, une sueur glacée lui dégouline le long du dos. Il ne faut pas accélérer le pas ni le ralentir. Et pourtant, une envie terrible lui vient de se mettre à galoper sans demander son reste. Willy examine la rue. Ronald passe devant lui, le dépasse, et les 10 mètres qu'il fait ensuite lui paraissent les plus longs de son existence. Pour ne pas perdre Willy de vue, il traverse la rue dès qu'il aperçoit une raison de le faire. Une boutique à sandwich. Il a déjà un hot-dog dans la bouche sans savoir comment, lorsque Willy se décide à pénétrer tranquillement dans un garage. Apparemment, sa méfiance routinière l'a trahi. Il n'a rien remarqué. Oh, ce n'est pas étonnant d'ailleurs. En bon professionnel, Willy se méfie des autres professionnels, les policiers. Il n'a aucune raison de se méfier de Ronald Schuster, un amateur. L'amateur regarde le professionnel de l'autre côté de la rue, qui discute avec un mécanicien qui semble le connaître. Prépare-t-il un nouveau coup? Comme celui, par exemple, de la bijouterie de la 5e avenue? C'était en 1932, 15 jours après son évasion de Sing Sing. La police de New York est sur les dents, et Willy l'acteur, benoîtement déguisé en pompier, rafle les plus beaux diamants de la bijouterie, quelque chose comme 15 millions de francs actuels. Il était venu vérifier le système d'incendie. Après ce coup de maître, et quelques autres, commence une sorte de valse-hésitation. Tu me prends, je m'évade. Tu me reprends, je me sauve. Et on recommence. Au pénitencier d'Eastern State, c'est une autre affaire. Il y a là quelques gardiens bien décidés à ne pas laisser s'échapper un courant d'air comme Willy l'acteur. Et celui-ci va pourtant, en 13 ans, tenter 4 évasions. Le mannequin fabriqué en cellule qui trompe le gardien pendant qu'on saute le mur de garde. Résultat, 1 an de cachot. Une échappée par les égouts de la prison. Il manque de se noyer, se heurte à une grille d'acier, refait le chemin en arrière et regagne sa cellule trempée jusqu'aux os quelques secondes avant la ronde. 1 an de cachot, il était trop mouillé. En 1945, avec 4 prisonniers, c'est un véritable chef-d'œuvre que cette 3e tentative. C'est Le Trou, merveilleux film de Jacques Becker. Un tunnel, parfaitement étayé de lattes de bois, éclairé à l'électricité, 6 mois de travail, et lorsque les prisonniers se retrouvent enfin à l'air libre de l'autre côté, c'est sous le nez d'une patrouille. Décidément intenable, Willy est transféré à Philadelphie et le directeur de sa nouvelle prison jure ses grands dieux que rien ne s'échappe de ses cellules, même pas l'air qu'on y respire. 18 mois plus tard, le 9 février 1947, Willie Sutton, dit Willy l'acteur, est dehors, après une évasion d'un classicisme remarquable. 5 complices à l'intérieur, 1 à l'extérieur. On scie les barreaux minutieusement, jusqu'à ce qu'ils ne tiennent plus qu'à 1 millimètre près. Un revolver arrive jusqu'à Willy dans un cajot de légumes. Les gardiens se déshabillent, sous la menace de l'arme. On les enferme dans l'entrepôt. On enfile leurs uniformes. On prend les échelles, on traverse la cour, et on crie au gardien de la tour de contrôle qui braque son projecteur « Eh oh! Tu nous prends pour des évadés? Eh, t'as pas vu l'uniforme? Cherche ailleurs, gros malin !» L'alerte donnée 15 minutes plus tard, et une bonne tempête de neige font le reste. C'était le 9 février 1947. Nous sommes le 18 février 1952. Willy l'acteur respire la liberté depuis 5 ans. Il discute avec un garagiste de Brooklyn. Sur le trottoir d'en face, il n'y a plus personne. Ronald Schuster n'est plus là. Il a couru. Il a couru jusqu'au poste de police le plus proche et raconté son aventure. 3 minutes plus tard, cerné, Willy l'acteur, les bras en l'air, s'étonne. Mais de quoi s'agit-il? Mais c'est une erreur.
Vous me prenez pour un autre. 1 heure plus tard, au commissariat, il continue de nier son identité, puis, tout d'un coup, renonce. Comme s'il en avait assez par-dessus la tête de s'appeler Edward Lynch et d'être depuis 5 ans l'employé le plus mal payé de la municipalité de New York City. $20 par semaine. Homme de peine d'un asile de vieillards. Voilà ce qu'était devenu Willie l'acteur. Mais attention, c'était un rôle, un tout petit rôle, une utilité, juste pour ne pas retourner derrière les barreaux et profiter des différents magots dissimulés ça et là. Ah oui, il y avait de quoi être écœuré. Alors qu'on le recherchait aux 4 coins des États-Unis, Willie l'acteur s'était réfugié en plein New York et il portait la casquette d'un employé municipal sans histoire depuis 5 ans. Et depuis 5 ans, Willie l'acteur n'avait rien fait d'autre, rien, sauf une erreur. Démangé par l'envie, il avait étudié pour le plaisir seulement, les défaillances du système de sécurité de la Sunnyside Bank. Et il en avait parlé devant 2 anciens camarades. Ah, ça n'avait pas traîné. Oui, il avait appris en lisant son journal. Ils avaient fait la Sunnyside Bank et emporté $60 000. Ils étaient 3, dont un déguisé en policier. Alors la police avait repensé à Willie l'acteur, introuvable depuis 5 ans, et qui ne donnait plus de ses nouvelles. Et elle avait eu une idée géniale, la police. Elle avait fait placarder des affiches chez tous les costumiers de théâtre et tous les tailleurs. Le père de Ronald Schuster était tailleur. C'est là, sur sa vitrine, que Ronald avait vu l'affiche, avec les yeux clairs, la moustache fine, le front haut, de Willie l'acteur, et il l'avait tout bêtement rencontré dans le métro. C'est extraordinaire. Sauf que le hold-up de la Sunnyside Bank n'est pas signé Willie l'acteur. On peut le croire puisqu'il le dit. Il n'avait pas besoin d'argent. Il en avait plus qu'il n'en faut. Malgré ce petit malentendu, Ronald Schuster pouvait être fier, et il l'était les premiers jours. Il déchanta très vite, et aurait donné n'importe quoi pour ne pas être l'auteur de ce brillant exploit, car si bizarre que cela paraisse, pour le public, Ronald Schuster n'était pas un héros, non. C'était Willie l'acteur qui avait la cote, comme d'habitude. Et les lettres de menaces se mirent à pleuvoir au domicile de Ronald, assorties de coups de téléphone anonymes. La police voulut le protéger, Ronald refusa. De toute façon, c'était trop tard. On n'a jamais identifié le tueur. Jamais vraiment. Le dimanche 9 mars 1952, 3 semaines après sa courageuse intervention, Ronald rentrait la nuit à pied dans les rues de Brooklyn. Il n'était plus qu'à quelques mètres de la boutique de son père. Il y eut 4 coups de feu, anonymes. La police croit savoir qu'il s'appelle Maciotta. La police ne peut rien prouver. Et si c'est lui, il n'a aucun lien avec Willie l'acteur. C'était la première fois dans le dossier de Willie que le sang coulait. Quand il l'a appris au fond de sa prison, il a compris que c'était fini. La mort de Ronald Schuster remettait tout en place et détruisait une légende que la presse oublia bien vite. Le nouveau héros, c'était Ronald. Juste retour des choses. Quant à Willie l'acteur, il ne s'est pas évadé depuis très très longtemps. S'il est sage en prison, il y connaîtra l'an 2000. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare.
Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Personne n'a compris. Nous pouvons dire, je crois, à propos de ce dossier que personne n'a compris. Pourtant, l'enquête a été simple, et le coupable a facilement avoué. Seulement personne n'a compris. Et l'on a peur, voyez-vous, de se dire que peut-être il n'y avait rien à comprendre. Un meurtrier qui tue par amour, par vengeance, par jalousie ou par intérêt, on peut comprendre. On ne peut pas l'admettre, mais on comprend. Aussi horrible qu'elle soit, il y a une logique. On arrive même à comprendre les crimes de malades, d'obsédés. Quand il n'y a pas de mobile, il y a une folie apparente, un embryon d'explication. Mais quand il s'agit d'un homme, sain de corps et d'esprit, d'un homme qui n'a pas de mobile et qui le reconnaît lui-même, là, on a peur parce qu'on ne comprend pas. Finalement, cette violence dont on parle tant, cette violence dont certains font un problème de société, n'est-elle pas cachée en chacun de nous? Certains chercheurs le pensent, qui affirment « l'attaque d'un homme par un autre est due à l'excitation d'un centre de la violence. Ce centre de la violence existe aussi chez l'animal. Nous avons réussi à l'isoler. » Ces mêmes chercheurs ajoutent cependant « la violence chez l'animal n'est jamais inutile. Seule la violence humaine a le privilège d'être gratuite. » Si gratuite que ce dossier en est le plus triste exemple. C'est un couple de Français moyens. Lui, 53 ans, elle, 52. Ils sont commerçants. Il est un peu rond et sympathiquement chauve. Elle n'a jamais été très belle, mais ils sont mariés depuis 20 ans, ils se connaissent par cœur. Leur vie pourrait paraître médiocre à certains, eux s'en contentent. En fait, il n'y a rien de médiocre à vendre des légumes, à se lever tôt, à jouer aux boules le dimanche et à passer ses vacances à la bourboule. En 20 ans de cette petite routine sage et laborieuse, Monsieur et Madame Durand ont acquis un deuxième magasin, puis des actions dans un petit restaurant. Et mis à part les angoisses de la déclaration d'impôt annuelle, la bourse familiale se porte bien. On a un grand-fils unique de 19 ans qui fait ses études, on le gâte un peu, c'est normal, et c'est tout. L'existence des Durand est un livre ouvert pour les voisins et les amis, et il ne s'y passe pas de drame que la sécurité sociale ne puisse prendre en charge. 4 mars 1953. Il est 13 heures. Monsieur Durand ferme le rideau de la boutique jusqu'à 16 heures. À 13h15, il retrouve sa femme et monte avec elle l'escalier de leur immeuble. Comme tous les jours, ils vont déjeuner vers 13h30 en compagnie de leur fils Gérard. Ensuite, Monsieur Durand fera une petite sieste. Sa femme fera la vaisselle en bavardant avec Gérard, et c'est après seulement qu'elle s'installera à la table de la salle à manger pour faire ses mots croisés, avec un crayon, une gomme et un dictionnaire. Aujourd'hui est un jour comme les autres. Les événements se déroulent dans l'ordre sans surprise. Déjeuner, sieste, vaisselle, mots croisés, la routine. La routine que plus rien jamais ne viendra déranger. La routine figée pour l'éternité, avec l'horreur en plus. Il est maintenant 19 heures. Madame Luby, la vieille concierge de l'immeuble, somnole dans sa loge, d'un œil seulement. En réalité, aucune allée et venue ne lui échappe. Par exemple, elle vient de voir monter la tante des Durand.
Comme tous les mercredis, elle vient s'installer chez sa nièce pour aider à la lessive et au repassage. La tante monte péniblement les 5 étages sans ascenseur. Elle a sa clé. Elle ouvre. Et hurle. Un quart d'heure plus tard, le commissaire de police du quartier, 2 inspecteurs et une armée d'agents en uniforme investissent l'appartement des Durand. Lui, on l'a tué sur son lit en pleine sieste. Elle, à la table de la salle à manger, en plein mot croisé. Ni l'un ni l'autre n'ont eu le temps de se défendre. Assommés à coups de matraque, défigurés à la hache, gorge tranchée au couteau. Pour l'instant, rien n'indique que l'on ait volé quoi que ce soit. Rien n'est fracturé. Monsieur Durand a encore de l'argent dans son portefeuille. Il y a par terre des vêtements tachés, ceux du meurtrier selon toute vraisemblance, et dont il a dû se débarrasser avant de s'enfuir. Une chemise, un pullover et une paire de chaussettes roulées en boule. Le commissaire demande à voir la famille s'il y en a. On lui dit que la tante s'est évanouie dans la loge de la concierge et que le fils ne va pas tarder à rentrer. L'heure des cours étant passée, nul ne sait où le joindre. Ah, ce n'est jamais une tâche bien agréable pour un policier d'attendre au domicile de quelqu'un, d'attendre qu'il rentre pour lui annoncer que sa famille est massacrée, que la vie n'est plus la même. Ce commissaire-là, qui attend ce jeune homme-là, assis sur une chaise de bois dans la petite cuisine, est encore plus ennuyé que d'habitude. Il arrive très souvent qu'un policier se fasse une idée immédiate en procédant aux premières constatations. Et il doit se méfier de cette première idée. Cependant, à force de côtoyer le crime, il est normal qu'instinctivement on le classe dans telle ou telle catégorie. Instinctivement, le commissaire a classé celui-ci dans une catégorie bien précise, et avant même que ces hommes lui aient fait leur premier rapport. C'est surtout une question d'atmosphère générale. Or, il règne dans ce petit appartement de Français moyen, au 5e étage d'un immeuble moyen, d'un quartier moyen, une atmosphère insolite. Ce n'est pas celle d'un crime crapuleux ou d'un crime de sadique. On dirait plutôt une vengeance. La vengeance d'un être qui connaît bien la maison et ses occupants. Une histoire de famille, en quelque sorte. La vieille tante qui a découvert le massacre en ouvrant la porte avec sa propre clé semble hors de cause dès le départ. D'abord, les vêtements abandonnés par le meurtrier sont des vêtements d'homme. Ensuite, on voit mal une femme de cet âge accomplir un double meurtre à la matraque, à la hache et au couteau. Non. Le commissaire a décidé d'attendre que le fils rentre. S'il rentre. Ce qui serait bien étonnant, à son avis. Il est maintenant 21h. Dans la rue, l'ambulance et les brancardiers attendent car le commissaire a donné l'ordre de ne pas emmener les corps immédiatement. Pourtant, le photographe de l'identité judiciaire a terminé son travail. On a relevé les empreintes sur toutes les portes, les meubles, sur la matraque, la hachette, le couteau. Le commissaire a entendu les premiers témoignages des locataires et un groupe d'une dizaine de personnes rassemblées sur le trottoir commente l'événement avec fébrilité. Gérard, le fils, n'est pas encore rentré. La petite foule, avide de sensations, guette son retour avec autant de sympathie que de curiosité morbide. À 21h30, alors que le commissaire pense que le fils ne rentrera plus, il arrive. Il arrive accompagné d'un ami. Gérard Durand est arrivé au pied de son immeuble. Alors il est immédiatement assailli par les voisins, et avant même que les policiers de garde aient pu l'approcher, il est mis au courant par la petite foule surexcitée. « Tes parents, assassinés, sois courageux, c'est horrible, le pauvre garçon, ne monte pas !» Gérard Durand est un grand garçon mince, à l'allure dégagée, au visage ouvert. En ces années 50, où la folie de Saint-Germain-des-Prés permet aux jeunes toutes les fantaisies, Gérard est très correctement vêtu d'un complet classique, cravaté, par-dessus ses verres. Il a l'air de ce qu'il est d'ailleurs, un garçon de 19 ans, de bonne famille, poli, bien élevé. Face au commissaire de police, dans l'antichambre de l'appartement de ses parents, il reste un instant stupéfait, silencieux, le temps de comprendre ce qui s'est passé chez lui, et puis il s'effondre. À genoux, dans le couloir, la tête dans les mains, secoué de sanglots. Il a besoin d'une bonne dizaine de minutes pour se remettre. Lorsqu'il a récupéré, il suit le commissaire silencieusement et détourne la tête au moment d'affronter le spectacle épouvantable du double meurtre de ses parents.
S'il vous plaît. S'il vous plaît, je préfère ne pas voir. Je voudrais garder un bon souvenir du visage de mes parents. Dans les circonstances présentes, cette demande n'a rien d'anormal. Elle est même fort compréhensible. C'est pourtant cette réflexion qui va convaincre le commissaire de la culpabilité de Gérard. Il acquiesce cependant à la demande du jeune homme, donne l'ordre de faire emporter les corps et prie Gérard de le suivre jusqu'à son bureau pour un premier interrogatoire. Et nous allons voir que le cas de Gérard est l'un des plus extraordinaires que la justice ait eu à examiner. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Voici l'essentiel de l'interrogatoire de Gérard Durand, qui dura 1 nuit et 1 journée entière. À quelle heure avez-vous quitté vos parents le jour du crime ? 15 heures environ. Nous avons déjeuné comme d'habitude. Le repas terminé, je suis allé dans ma chambre faire un devoir de mathématiques, puis je me suis changé pour sortir. Mon père faisait la sieste dans sa chambre, et maman faisait des mots croisés. Où êtes-vous allé ? Chez les parents de ma fiancée en banlieue. J'ai pris le train à la gare Montparnasse. Je suis resté 2 heures chez eux. Et puis je suis entré à Paris, j'ai fait un tour au quartier latin, j'ai rencontré un camarade, un voisin d'ailleurs, et nous sommes rentrés ensemble. Vos parents avaient-ils des ennemis ? Absolument pas. Les vêtements que l'on a trouvés dans l'appartement tachés de sang vous appartiennent. Un pullover et des chaussons. C'est exact. Comment expliquez-vous leur présence et les taches de sang ? Je suppose que l'assassin les a jetés volontairement sur le corps de mes parents, ou bien qu'il s'en est servi pour tuer de façon à faire croire que c'était moi ? La hache, la matraque et le couteau. Vous les reconnaissez ? Ils appartenaient à mon père. Nous avons retrouvé des chaussettes roulées en boule sous un meuble et tachées de sang. Les reconnaissez-vous ? Elles sont à moi, c'est vrai. Donc, l'assassin portait votre pullover, vos chaussons et vos chaussettes. C'est possible, je me suis changé avant de partir. Vous n'avez pas changé de pantalon ? Aussi ? Si, c'est un pantalon de velours noir que je porte toujours à la maison. Celui-ci ? Celui-ci ? Nous l'avons retrouvé plié dans le placard de votre chambre. Il porte aussi des taches de sang. Je sais, je suis tombé un jour et je me suis blessé il y a longtemps. Mais il n'y a pas d'accroc à ce pantalon. Il a été reprisé. Il n'y a pas de reprise non plus. C'est vous qui avez tué vos parents. Oh non, ce n'est pas moi ! Pourquoi avez-vous refusé d'identifier les corps ? Je l'ai dit. Je voulais garder un bon souvenir du visage de mes parents. Et comment saviez-vous que l'assassin les avait défigurés ? Comment saviez-vous qu'ils s'étaient acharnés sur leur visage à coups de matraque, de hache ? Personne ne vous l'a dit hier, quand vous êtes rentrés. Je m'en doutais. Acceptez-vous de les revoir maintenant ? Oh non, je ne veux pas, je ne veux pas ! C'est vous qui avez tué vos parents ! Oui. C'est moi. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'étais en colère. Voici maintenant, toujours d'après ses aveux, qu'il maintiendra, sans en changer un mot au cours du procès, ce qui a motivé cette colère. Le 4 mars 1953, le jour du meurtre, Gérard déjeune avec ses parents comme d'habitude. Le repas se passe sans incident notoire. À 14 heures, tous les trois quittent la table. Le père pour faire sa sieste, la mère pour faire la vaisselle. Gérard va aider sa mère dans la cuisine. C'est lui qui entame la conversation. « Je vais voir les parents de Martine cet après-midi. Ils sont au courant de nos relations. J'ai l'intention de la demander en mariage. »« Oh, tu devrais attendre un peu. Tu es bien jeune encore pour te marier.
Et puis tes études ne sont pas terminées. Vous avez bien le temps d'y songer. Oh, ça m'est égal. Je ne veux pas attendre. Mais tu n'as pas de situation, enfin, sois raisonnable. Écoute au moins les conseils de tes parents. Mais je n'ai pas besoin de conseils. Je ferai ce que je voudrais. Mais tu es mineur. Et nous ne te laisserons pas gâcher tes études. Enfin, nous sommes tes parents, nous t'avons élevé. Et nous avons encore quelques droits sur toi. Tu as encore besoin de conseils, quoi que tu en dises. C'est tout. Écoutons maintenant Gérard se souvenir de ce qu'il a fait. Je suis parti dans ma chambre. J'étais en colère. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, j'ai eu brusquement envie de tuer mes parents. Sans hésiter, je suis entré dans la chambre de mon père qui dormait. J'ai pris sa matraque et je suis retourné à la cuisine. Ma mère avait la tête penchée sur son journal. Je me suis approché d'elle par derrière, je l'ai frappée. La matraque s'est brisée en deux. Alors j'ai pris la hache dans le coffre de bois et j'ai frappé à tour de bras. À partir de là, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Je me suis retrouvé dans la chambre de mon père, j'ai encore frappé avec la hache. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai pris un couteau, j'ai essayé de les égorger, j'ai jeté la hache. Je me suis lavé les mains, je me suis changé rapidement, j'ai éparpillé mes vêtements sur le sol, sauf mon pantalon que j'ai plié soigneusement dans l'armoire. Après ça, j'ai pris le train pour aller voir ma fiancée et ses parents. Vous connaissez la suite. L'enquête qui va précéder le procès n'apportera aucun élément nouveau, en dehors des aveux du meurtrier, sinon que c'était un fils unique, plutôt gâté, dont l'enfance s'est passée sans histoire, pas d'instinct morbide, rien qui puisse alimenter un rapport de psychiatre. Il est passionné de cinéma et rêve de devenir acteur. Il dispose de pas mal d'argent de poche pour sa vie de jeune homme, il a même une garçonnière. Quand il est tombé amoureux de sa fiancée et a voulu l'épouser, il s'est heurté au refus de ses parents. Un refus provisoire, semble-t-il, et essentiellement basé sur le fait qu'il n'avait pas terminé ses études. Les parents de la jeune fille l'avaient accueilli avec gentillesse, et l'on apprit, au cours du procès, qu'ils étaient favorables à ce mariage. Martine, elle, avait cependant refusé d'aller vivre avec Gérard dans sa garçonnière en attendant le mariage. Tout cela était fort convenable, fort bourgeois, et l'on aurait volontiers compris une fugue ou une rupture entre Gérard et ses parents, mais un massacre. Qui peut comprendre un tel massacre? Le système de défense du jeune meurtrier est d'ailleurs extrêmement simple. J'ai été poussé au crime par une impulsion subite. Mais je n'ai gardé aucun souvenir des faits eux-mêmes. Je n'ai pas de mobile. Bien entendu, ces deux avocats, dont Maître Maurice Garçon, vont plaider la folie. Le seul moyen pour eux de sauver la tête de ce criminel de 19 ans. Une folie passagère, bien entendu, car les 5 médecins psychiatres nommés par le ministère public refusent catégoriquement de considérer Gérard Durand comme un malade mental, bien au contraire. Pour eux, c'est un garçon intelligent, hautain, qui affecte une impassibilité et un sang-froid remarquables. Il ne regrette rien de ce qu'il a fait, n'en éprouve aucun remords. Et, prétend-il, aucun souvenir. Les jurés vont cependant suivre la thèse du moment de folie. La seule possible pour eux d'ailleurs, et Gérard est donc condamné à la réclusion perpétuelle. Impossible de guillotiner un homme qui n'a pas de mobile. Impossible de condamner à mort quelqu'un qui ne sait pas lui-même pourquoi il a tué. Impossible surtout d'empêcher de vivre ce jeune homme bien élevé, bien habillé, beau, dont le regard pâle et hautain ne se détourne pas, qui se tient droit dans son box et répond poliment à l'avocat général « J'ignore ce qui s'est passé, j'ai eu le sentiment d'être un spectateur, rien qu'un spectateur. Oh, je souhaite que l'on ne me parle plus du crime. Il ne m'intéresse pas, je vis dans le présent, je veux vivre !» Il vit sûrement quelque part en ce moment. Il doit avoir la quarantaine. Il doit être libre. Oh, il l'est sûrement, car il a dû bien se conduire en prison. Un jour peut-être ceux qui ont découvert ce fameux centre de la violence dans le cerveau du chat ou de la souris blanche, ceux qui à volonté peuvent faire d'une souris pacifique une souris agressive et d'un matou enragé un minet apathique, un jour peut-être comprendront-ils ce qui se passe dans le cerveau humain. Et comment on peut tuer sans être un fou ni un gangster? Mais pourra-t-on jamais savoir pourquoi l'homme est le seul être au monde à tuer gratuitement?
Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.